déjà ils sont concernés au premier chef, puisque l'agglo Béziers-Méditerranée, la ville de Béziers a un très grand poids dedans. Remerciements également aux camarades du service d'ordre qui sont nécessaires pour un tel événement. Et puis remerciements à vous tous, citoyens en général, qui nous font l'honneur de s'intéresser à la France insoumise et à notre campagne. Et puis enfin, bien sûr, un merci à Manuel Bompard qui nous fait le plaisir de venir apporter son soutien à notre liste. Et aussi pour la fierté qu'il nous apporte de représenter le mouvement de la France insoumise de la manière dont il le fait auprès des médias. Donc, Béziers, pour laquelle nous présentons notre liste, Béziers, c'est plus de 80 000 habitants. Dans une commune qui est la plus étendue du département, qui compte notamment 2000 hectares de zones agricoles. Et c'est une commune pauvre, avec un taux de pauvreté moyen de 36%. 36% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, sachant que c'est un chiffre qui peut être quasiment doublé dans certains quartiers les plus défavorisés de la ville. En effet, c'est une commune en proie à des inégalités criantes qui sont pointées notamment par un rapport de la Cour des comptes, où il y a 15,7% de logements vacants qui étaient comptabilisés par l'INSEE en 2022, où il y a des dépenses pour des événements éphémères, localisés toujours dans la même partie de la ville, les allées Paul Riquet, le pourtour du Parc des Poètes, de la mairie, des halles dont la gestion est confiée à l'entreprise Biltoki, société privée, et qui ont requis une rénovation très coûteuse. Un nouveau parking, place Charles de Gaulle, géré par la société EFIA, société privée. Une cuisine centrale qui alimente les écoles maternelles et élémentaires, confiée à SHCB, une société privée. Un service des eaux qui gère l'alimentation en eau potable et également le traitement des eaux usées, qui est géré par Suez, société privée. Un futur centre de santé qui va ouvrir au centre-ville, centre de santé Care Santé, qui va être géré par Office Santé, une société privée. Ça fait quand même beaucoup de sociétés privées pour gérer quelque chose qui est du domaine public. Béziers, c'est aussi un projet de centre de rétention administrative au Gasquinois. Et je tiens ici à saluer tout le collectif qui se mobilise au niveau national contre les centres de rétention administrative, et en particulier tous les membres du collectif Biterrois. Je ne vais pas les énumérer, ça en fait beaucoup à rechercher, mais ils se reconnaîtront. Béziers, c'est aussi une banderole odieuse en façade de l'hôtel de ville en soutien du régime génocidaire israélien. Et je tenais aussi ici à remercier tous les membres, à nouveau syndicats, partis, associations, membres du collectif pour la paix en Palestine, aux côtés de qui j'ai pu manifester pendant longtemps et aux côtés desquels je vais continuer, bien sûr. Béziers, c'est aussi une infraction répétée à la loi 1905 sur la laïcité, avec une crèche en mairie, et également une célébration de la Hanouka dans l'hôtel de ville. Béziers, c'est aussi un refus de marier deux personnes en contradiction directe avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et donc de notre Constitution. Béziers, c'est déjà plus de 400 caméras de vidéosurveillance. Béziers, c'est une police municipale armée au quotidien. Béziers, c'est une présence de la police municipale qui est systématique aux abords des établissements scolaires privés, mais qui n'est jamais là devant les établissements publics. Béziers, c'est une notoriété nationale due à un personnage, Robert Ménard, qui a pignon sur rue dans les médias diffusant les idées nauséabondes d'extrême droite et qui s'en sert comme tremplin pour sa propre image. Béziers, c'est également un nom, Mohamed Gapsi, décédé suite à son arrestation par la police municipale le 8 avril 2020.
et dont la famille attend toujours que justice soit rendue. Béziers a pourtant eu des moyens, une dotation de l'État comme toutes les communes, mais également un budget supplémentaire qui rentre dans le cadre de la politique de la ville. La politique de la ville qui sert à lutter contre les inégalités. Alors pourquoi cette situation dont on n'arrive pas à se sortir? C'est bien simple. À Béziers, il y a un problème. Et ce problème, j'entends c'est Ménard. Ah non, j'ai un ami à moi, quand il y a un problème, il dit toujours, le problème c'est le capitalisme. Surtout. Ménard, c'est pas le problème, c'est qu'un produit du capitalisme de son époque, le colonialisme. Un problème qui est toujours actuel en fait. En France, quand on regarde le traitement des indépendantistes en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, quand on regarde le scandale du chlordécone en Guadeloupe, quand on regarde la répression sur le sol métropolitain des Gilets jaunes ou la répression à Sainte-Soline, on comprend bien que le problème il est toujours actuel. On est encore dans cette ère d'une certaine forme de colonialisme. Avec aussi des actes symboliques, comme le discours sur Pétain par Emmanuel Macron. La France aujourd'hui, c'est aussi une baisse des moyens votés par le budget national, dont je pense que Manuel nous parlera tout à l'heure, avec une déconstruction lente mais systématique des services publics qui sont l'héritage du Conseil de la Résistance. C'est une politique depuis des décennies qui est constituée de cadeaux faits aux riches, plus de 200 milliards d'euros selon une commission sénatoriale récente, dont je pense que tout le monde ici a entendu parler, ou qui peut être aussi pointé par des rapports d'Oxfam. C'est aussi des projets de loi qui arrivent quand même à répétition. Dernièrement, je crois que c'est Laurent Nunez qui a proposé, comme d'autres avant lui, au même poste d'ailleurs, proposé la présomption d'innocence aux policiers faisant usage de leur arme. Laurent Nunez qui a décidé de nous qualifier d'extrême gauche. Alors j'ai cru comprendre que ce n'était pas une décision du Conseil d'État, mais juste sa décision à lui. Et ça, c'est en fait tout simplement parce qu'il est d'extrême droite, comme une longue lignée, même si ce n'est pas déclaré comme tel, à mon avis, de ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur qui s'inscrit donc dans un gouvernement qui mène la politique dont je viens de parler, qui pour moi est en fait une politique d'extrême droite, autoritaire, en faveur d'une oligarchie, accentuant les inégalités et en faveur des privilèges de l'héritage. Contre la politique d'extrême droite de Macron comme de Ménard, c'est nous, la France insoumise, qui menons le combat, avec un programme de rupture au niveau national qui seul propose un changement radical d'orientation du pays, au service des citoyens et de l'intérêt général, relevant les défis du changement climatique, de la raréfaction des ressources et du respect du vivant. Pour mener ce combat, qui arrive très vite au niveau national, la France insoumise aura besoin d'élus locaux et surtout qu'émerge une dynamique citoyenne. La démocratie ne se décrète pas, elle se vit et se construit au quotidien. C'est aussi pour cela que cette campagne est importante. Chaque personne qui nous rejoint dans cette campagne est une personne qui va faire vivre et développer la démocratie. C'est pourquoi la liste Béziers Unie et Populaire est ouverte aux composantes du NFP, aux acteurs associatifs et à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Et enfin, quelque chose que je voulais évoquer, c'est le contexte international, celui des États-Unis. Les États-Unis sont en proie au fascisme, c'est maintenant quelque chose qui est flagrant, avec des meurtres en pleine rue d'opposants politiques qui ont le courage de s'opposer aux rafles de la ICE, la police de l'immigration, qui est une véritable milice fasciste qui organise des déportations massives. Ce qui arrive aux États-Unis, on dit souvent que ça arrive en France quelques années plus tard. Je veux vous dire ici que ce qu'on voit aux États-Unis, on y voit aussi la mobilisation des citoyens qui est porteuse d'espoir. Il y a une résistance civile qui s'effectue aux États-Unis. Cette résistance, nous pouvons la soutenir de notre côté en gagnant la ville de Béziers et en montrant
que partout la résistance existe contre la montée de l'extrême droite. Alors comme il est de coutume, je crois, dans les discours des membres de la France Insoumise, c'est de faire une citation. Ah oui. Alors j'en ai trouvé une qui me semble à propos. Je vais terminer par ça. C'est une citation d'Henry David Thoreau, pour le dire avec l'accent, un accent que j'espère meilleur que celui de Macron, et dont je sais qu'il est meilleur que tous les autres de ses prédécesseurs. Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place de l'homme juste est aussi en prison. Eh bien, j'espère que grâce à vous, grâce aux efforts collectifs qui vont se faire dans toute la France, nous n'aurons jamais à aller en prison. Et je laisse la parole à Michel, qui va vous présenter plus en détail le programme de notre liste. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents en nombre ce soir pour le grand meeting de la liste Béziers Unis et Populaire. Je remercie l'équipe de campagne et ainsi que tous les camarades de Béziers et alentours d'avoir permis la tenue de ce meeting, mais également d'avoir permis que cette campagne se déroule bien, d'être sur le terrain tout le temps, toutes les semaines, pour permettre de porter la parole auprès des gens et de permettre d'écouter la population. Donc merci à tous pour cet effort. Je remercie Manuel Bompard d'être présent aujourd'hui à Béziers, d'avoir fait le déplacement, parce que c'est super important pour nous d'avoir un député, d'avoir le coordinateur de la France Insoumise ici à Béziers. Donc je le remercie, donc je veux bien que la féliciter très fort aussi. Donc on est ici aujourd'hui pour présenter la liste Béziers Unis et Populaire, la liste insoumise de rupture sociale, écologique, contre le racisme et les discriminations, pour une ville de paix et de solidarité, 100% contre Ménard et 100% contre Macron. Dans ce cadre, nous avons élaboré un programme avec la population et pour la population, avec les habitants de Béziers, un programme de rupture qui part du besoin des habitants. Et ce programme, c'est le programme qui va redonner espoir, en particulier aux quartiers populaires qui sont délaissés et abandonnés par la politique d'extrême droite de Robert Ménard. De donner le pouvoir aux Biterrois, de redonner un sens à la démocratie, de remettre les habitants au cœur de la décision politique, notamment par la mise en place d'une réelle démocratie participative, par exemple par l'organisation des référendums d'initiative citoyenne à l'échelle locale, notamment sur les projets locaux qui sont mis en place. Aujourd'hui, comme l'a dit mon camarade David, aujourd'hui le bilan de Ménard est catastrophique. C'est une politique d'extrême droite qu'il mène à Béziers depuis beaucoup trop longtemps. C'est une politique de division, de répression, d'inégalité, de racisme et de discrimination, d'islamophobie. Une politique qui délaisse et abandonne les quartiers populaires, qui détruit les services publics, qui fait bénéficier les entreprises privées au détriment de la population qui vit dans la précarité. Robert Ménard, qui est 3 fois par semaine sur les plateaux télé pour exprimer son soutien au génocide en Palestine, pour exprimer sa haine envers les immigrés et sa politique de répression. Aujourd'hui, nous souhaitons construire l'unité, nous souhaitons redonner espoir, nous souhaitons lutter contre le racisme, contre les inégalités, contre l'islamophobie, reconstruire les services publics et permettre à chacune et chacun de vivre convenablement et bien dans sa ville. Nous sommes pour une ville de paix et nous considérons que, comme Ménard fait du sujet international un sujet local, comme il démontre son soutien au génocide en Palestine par les affiches qu'il met sur la mairie, par sa propagande locale, mais également sur les plateaux télé, nous, on va faire du soutien à la Palestine un sujet local. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra. Nous avons mis en place des mesures pour la ville sur la base de questionnaires auprès des habitants. Nous avons fait des questionnaires sur les logements, sur les services publics, sur les commerces, sur les écoles, et nous sommes allés voir les enseignants, les parents d'élèves, les habitants, les personnels hospitaliers,
les commerçants afin de construire ce programme et de continuer à l'enrichir à partir de leurs besoins. À cet égard, nous avons pu déterminer des points qui sont importants pour Béziers, notamment le logement, parce que l'on a constaté à Béziers l'indécence des logements, en particulier des logements sociaux. Nous avons recensé la présence de rats, de volets cassés, des habitants qui se plaignent du fait que les personnels de l'OPH ne viennent jamais les voir lorsqu'ils ont des problèmes dans leur logement, des problèmes d'humidité, des problèmes de passoires thermiques. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a plus de 1800 passoires thermiques à Béziers, en particulier dans les logements sociaux. Une mairie insoumise, c'est une mairie qui mettra en place un grand audit énergétique qui rénovera les logements sociaux par une rénovation thermique des logements sociaux afin qu'ils soient aux normes. C'est l'augmentation des effectifs de l'OPH où actuellement il y a des licenciements abusifs et une baisse des effectifs. Nous remettrons en place des effectifs supplémentaires au sein de Béziers Habitat Méditerranée. Et nous permettrons de mettre en place un accueil physique au sein de l'OPH afin que les habitants puissent avoir quelqu'un à qui s'adresser lorsqu'ils ont des problèmes et ne pas attendre des mois avant d'avoir une solution à leurs problèmes. À Béziers, nous voulons investir dans l'éducation par une rénovation des écoles afin que tous les enfants puissent étudier dans des conditions convenables et ne pas avoir trop chaud l'hiver et trop froid l'été. Nous voulons mettre en place un réel aménagement devant les écoles afin qu'ils ne soient pas à proximité des routes et que ça crée un souci de sécurité pour les enfants. Nous voulons nous mobiliser contre les fermetures de classes. Il faut rappeler qu'il y a 8 classes qui ont fermé à Béziers l'année dernière et que Ménard n'a rien fait contre ces fermetures de classes. Nous mettrons en place des cantines gratuites, bio et locales afin que plus aucun enfant n'ait le ventre vide. Des cantines inclusives avec une production locale, avec une cuisine centralisée en régie publique afin de pouvoir contrôler la tarification, donc mettre en place des cantines gratuites et contrôler la production de ces cantines. Nous mettrons en place une régie publique des transports afin de mettre réellement en place un transport en commun qui fonctionne. Je souhaite par ailleurs adresser notre soutien aux salariés mobilisés, aux salariés de BIMOB mobilisés contre les conditions de travail détériorées au sein de la RATP. Et donc soutien à ces salariés en grève jusqu'à fin mars. Nous nous mobilisons également contre le centre de rétention administrative que souhaite mettre en place Robert Ménard à Béziers. Il faut rappeler que c'est lui qui a candidaté auprès de l'État afin qu'un CRA soit placé à Béziers, qu'il a octroyé des terres agricoles en partie non constructibles pour la construction de ce CRA et qu'actuellement ce CRA va passer en projet d'intérêt général alors même qu'il constitue une atteinte fondamentale aux droits de l'homme. Il faut rappeler que les personnes détenues en CRA sont actuellement détenues dans des conditions qui sont déplorables et indécentes, qu'ils sont dans des prisons alors qu'ils n'ont fait aucune infraction, aucun délit, aucun crime, qu'il y a des enfants mineurs qui sont dans ces centres de rétention administrative et qu'il est totalement inacceptable d'accueillir des personnes en France de façon aussi indécente. Nous luttons également contre les atteintes à la laïcité de M. Ménard, qui à 8 reprises a été condamné par le tribunal administratif pour avoir mis en place des crèches de Noël devant la mairie, alors même que c'est interdit par la loi de 1905, qui a organisé des messes avec l'argent public, notamment lors de la feria de Béziers, et qui, en cette qualité, assiste à des messes et à des processions de la Vierge. Nous nous mobilisons également contre le soutien au génocide de la part de Robert Ménard. Et je rappelle à cet égard que M. Thierry Mathieu, qui se présente également à ces élections, a voté 200 millions pour la guerre auprès de Carole Delga, et n'est donc pas pour une ville de paix, mais pour la continuation de la guerre. Nous souhaitons mettre en place une police de proximité auprès de la population, parce que c'est le rôle de la police municipale de ne pas être une police répressive, mais d'être un service public d'accompagnement quotidien des citoyens. Robert Ménard a placé des caméras de sécurité partout avec l'argent public plutôt que d'investir dans des associations d'éducation de rue. Rappelons notamment que l'APS 34, une association d'éducateurs de rue, a arrêté ses activités à Béziers à cause de l'arrêt des financements du département, dont le président est le président PS, Kléber Mesquida, qui a justement refusé l'arrêt de ses subventions, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus d'éducateurs de rue à Béziers.
Mais il y a également le centre social Arc-en-Ciel à la Devèze qui a arrêté ses activités à cause de l'arrêt des subventions de la mairie. Donc actuellement, s'il n'y a plus d'éducation de rue pour les jeunes, c'est à cause de la municipalité et à cause du département. Et c'est dans ça qu'il faut investir, dans une réelle éducation des jeunes, dans une police de proximité et dans un accompagnement plutôt que dans de la répression. Ça passe également par des services publics de quartier, sportifs, culturels, qui permettent aux jeunes de s'émanciper, mais également par des places supplémentaires, notamment dans les centres de loisirs ou dans les centres aérés. Je rappelle qu'il y a eu une pétition des parents d'élèves qui ont mis en avant le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de place dans les centres aérés, et donc soutien à ces parents, et nous souhaitons mettre en place également plus de place dans les centres aérés et dans les centres de loisirs. L'extrême droite, Robert Ménard, le RN et le PS ont permis le maintien de Bayrou puis de Le Cornu en ne votant pas la censure notamment déposée par la France Insoumise. Ce qui a permis le saccage des services publics, de la sécurité sociale, de l'hôpital public, des collectivités territoriales dont font partie les communes. Ménard, c'est le soutien indéfectible de Macron, dont les préfets défilent en cette qualité avec lui lors de processions de la Vierge avant d'assister à la messe. Je rappelle par ailleurs que Mme Ménard, quand elle était députée, n'avait voté aucune censure contre M. Macron, contre le gouvernement de Macron. Ce sont toujours les mêmes à Béziers qui soutiennent les médecins libéraux en grève, les parents d'élèves, les enseignants, les victimes des budgets austéritaires passés grâce au maintien de Le Cornu par le PS et par les amis de M. Ménard. Parce que refuser la censure, refuser de censurer le budget austéritaire qui est passé à coup de 49.3, c'est accepter les coupes en disant aux associations, aux syndicats et aux citoyens, c'est de la faute des autres, alors que c'est eux qui ont refusé de censurer. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une gauche cohérente et non pas d'une gauche d'accompagnement, d'une gauche de rupture, 100% contre Ménard et contre Macron. Nous resterons fidèles à notre programme, à l'union de la gauche de rupture, et nous invitons nos partenaires de gauche à nous rejoindre dans cette liste afin de pouvoir battre l'extrême droite. Madame Delga et Monsieur Thierry Mathieu ont augmenté de 25% les tickets de cantine dans les lycées au lieu de censurer. Les élus et les candidats à la municipale manifestent pour soutenir les personnels et les parents d'élèves et les enseignants mobilisés pour que les collèges Ladulac et Lucie-Aubrac puissent être placés en REP+, pour avoir un aménagement des conditions de travail et d'études, notamment par la limitation à 25 élèves le nombre d'effectifs par classe dans un des quartiers les plus pauvres de France. Mais c'est eux qui ont permis le maintien du gouvernement qui, depuis 3 ans, supprime des milliers de postes dans l'enseignement, qui a supprimé 4000 enseignants dans le budget pour 2026, notamment 73 postes dans les collèges de l'académie, qui représentent 70 à 80 classes dans l'Hérault. L'an dernier, 8 classes ont été supprimées à Béziers et on a octroyé un refus de revoir la carte de l'éducation prioritaire pour intégrer les écoles et les collèges susmentionnés. Il n'y a pas de moyens donnés aux établissements d'enseignement et il y a une remise en cause réelle de la liberté pédagogique des enseignants. Nous soutiendrons les revendications légitimes des enseignants et des parents d'élèves, des commerçants, des médecins, des personnels hospitaliers, des chauffeurs de bus, de tous les habitants pour avoir une ville meilleure qui les représente réellement et pour mettre fin aux politiques de malheur de Ménard et de Macron. Sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Manuel Bompard. Un petit peu les micros, vous m'entendez bien là? Bonjour à toutes et tous d'abord, et un grand merci d'être venu ce soir, et merci évidemment à David, Wissal et à toute l'équipe de campagne de m'avoir sollicité, de m'avoir invité, d'avoir préparé cette réunion publique. Pour vous parler franchement, quand amis, j'étais à Toulouse par exemple tout à l'heure, on m'a dit qu'est-ce que tu fais ce soir? Je dis je viens en réunion publique à Béziers, ils m'ont dit bon courage. Et je comprends pourquoi ils m'ont dit bon courage, pas en raison de votre présence à vous évidemment, mais parce que vous êtes ici dans une ville dans laquelle cette campagne électorale elle se fait dans un contexte qui est évidemment un contexte extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Et si
j'ai souhaité venir et si j'ai souhaité répondre favorablement à l'invitation qui m'a été faite, c'était précisément parce qu'il me semble que la bataille politique que l'on mène, elle ne peut pas se faire uniquement dans les endroits où la France Insoumise réalise déjà des scores électoraux très importants. Bien sûr, il faut y aller pour appuyer, soutenir nos candidates et nos candidats et essayer de faire en sorte qu'ils puissent l'emporter, que la France Insoumise puisse franchir aussi une étape de son développement en étant à la tête d'un certain nombre de communes et ainsi faire la démonstration dans la politique qu'elle peut mettre en place à l'échelle locale, que son programme est crédible et qui permettra effectivement de changer la vie des gens et que ça serve aussi de modèle et d'exemple avant de pouvoir étendre ce programme à l'échelle nationale. Mais notre devoir et notre responsabilité, c'est aussi d'aller mener la lutte, la bataille dans les territoires dans lesquels, pour l'instant, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Et Béziers en fait partie. Et si j'ai souhaité être présent ici avec vous ce soir aussi, c'était pour saluer le courage, l'engagement, la détermination de David, de Wissal et de l'ensemble des camarades qui sont engagés dans cette campagne. Et pour vous appeler toutes et tous qui êtes dans cette salle à les soutenir, à les aider. Parce que cette lutte et cette bataille, c'est évidemment une lutte et une bataille difficile. Mais l'enseignement de ce qui se passe à Béziers, je crois qu'on en tire aussi des enseignements qui sont des enseignements nationaux. C'est que l'extrême droite, elle gagne parce qu'elle s'appuie sur la résignation, la désespérance, le sentiment qu'on va plus y arriver, le sentiment que ça sert à rien d'aller voter, sur l'abstention grandissante. Ici, vous êtes dans une ville où Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 20% des voix à l'élection présidentielle de 2022. Donc c'est une ville dans laquelle le score que nous avons réalisé à l'élection présidentielle de 2022 correspond à peu près au score que nous avons réalisé à l'échelle nationale. Ici, vous êtes dans une ville dans laquelle la liste conduite par Manon Aubry aux élections européennes avait fait quasiment 15% des voix, c'est-à-dire bien au-delà du score qui nous avait été accordé au niveau national. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas vrai de considérer qu'à Béziers, les idées que nous pourrions porter, nous la France Insoumise, les idées de solidarité, les idées de démocratie, les idées de transition écologique, les idées de solidarité internationale, les idées de lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination seraient des idées qui n'auraient aucun écho ou qui ne correspondraient pas aux aspirations d'une grande partie de la population. Mais malheureusement, d'élection en élection, vous avez une partie de la population, et on peut comprendre pourquoi, qui s'est dit, bon, à quoi bon aller voter aux élections municipales? À quoi bon? Parce que finalement, l'offre politique qui leur était proposée au moment des élections municipales ne portait pas leurs paroles, leurs voix, leurs aspirations. Et je crois que vous avez une chance dans cette élection municipale, c'est que pour la première fois depuis des années et des années, vous allez avoir une liste dans cette élection municipale qui porte cette voix, qui porte cette parole, qui porte cette aspiration. Et cette liste, c'est la liste conduite par David et Wissal. C'est la liste présentée par la France Insoumise de cette élection. Parce que ma conviction, et je crois qu'elle est partagée, c'est que vous ne battrez pas et vous ne ferez pas reculer durablement l'extrême droite dans ce pays si vous ne lui opposez pas en face un programme qui est un programme d'une gauche radicale, d'une gauche de rupture, d'une gauche qui ne se cache pas, qui assume ses positions politiques. Vous n'arriverez pas à remettre le peuple de Béziers en mouvement si vous ne tenez pas bon sur un certain nombre de points de vue et sur un certain nombre de principes, sur le fait d'assumer ici dans cette ville que non, nous n'acceptons pas que les Français issus de l'immigration ou de confession musulmane soient considérés comme de la chair à canon électorale par celles de ceux qui gouvernent cette ville depuis des années. Et toutes celles et ceux qui croient que vous pourrez battre Robert Ménard en étant sur une ligne qui soit une ligne finalement modérée, qui ne dénonce pas ses outrances, qui ne dénonce pas ses politiques racistes, qui ne dénonce pas sa privatisation de l'ensemble des services publics municipaux, de mon point de vue, se trompe. Si vous voulez gagner, vous gagnez en mobilisant les électrices et les électeurs. Et pour mobiliser les électrices et les électeurs, il faut leur faire la démonstration que vous n'avez pas peur de tenir bon sur un certain nombre de points de vue et de principes. Et donc je dis ici aujourd'hui à Béziers que nous sommes fiers de porter cette liste ici aux élections municipales. Je dis ici aujourd'hui à Béziers que cette liste aux élections municipales ne se cachera pas
des points de vue et des positions qui sont les siennes, ne se cachera pas de dire oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, que la ville de Béziers doit aussi faire entendre sa voix sur toutes les grandes questions et en particulier sur les questions de solidarité internationale. Et oui, nous sommes fiers de dire que dans cette campagne des élections municipales, nous porterons aussi la solidarité internationale, la solidarité avec les peuples du monde entier, la solidarité avec le peuple palestinien. Oui, ça sera aussi un des éléments de cette campagne électorale. Voilà pourquoi c'était important pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Parce que je pense que le travail, la démarche que vous avez engagée dans cette campagne des élections municipales, eh ben finalement c'est une démarche que nous allons devoir engager partout dans le pays, en perspective des grandes batailles qui vont arriver dans les prochains mois après les élections municipales. Et que dans ces grandes batailles, évidemment tout le monde sait que la question qui est posée aujourd'hui, c'est une campagne des élections présidentielles dans laquelle l'imminence, la possibilité de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir au niveau national est aujourd'hui un scénario malheureusement crédible ou plausible. En tout cas, lorsqu'on voit comment l'extrême droite a gagné du terrain en France lors de ces dernières échéances électorales. Et donc si on veut être en capacité de lui faire face, si on veut en capacité de la battre, si on veut être en capacité à la fois de tourner la page du macronisme agonisant et déclinant dont on a le triste spectacle tous les jours à l'Assemblée nationale, mais si on veut aussi empêcher l'extrême droite de s'emparer du pays, et si on veut aussi empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, on ne le fera pas autrement qu'en défendant un programme qui est un programme de rupture, un programme clair, un programme d'une gauche qui ne se cache pas, qui assume ses positions politiques, qui dénonce le racisme, qui dénonce les violences policières, qui parle aux électrices et aux électeurs pour leur proposer une véritable alternative. Et celles et ceux qui vous diront, pour gagner contre l'extrême droite, il faut baisser le ton, pour gagner contre l'extrême droite, il faut rien proposer, ceux-là vous mentiront, parce que ceux-là vous proposeront un programme politique qui poussera des millions de concitoyens français à rester à la maison, à ne pas se mobiliser au moment des échéances électorales. Et donc ce que vous faites ici dans cette campagne, le travail que vous faites, la liste que vous êtes en train de constituer et de composer, eh ben, elle doit servir, je crois, d'enseignement pour le pays tout entier sur la manière avec laquelle on affronte l'extrême droite quand elle a pris des positions politiques, en dénonçant son programme, en dénonçant la réalité de ses positions et en mobilisant l'ensemble des électrices et des électeurs de cette commune. Ici, votre principal adversaire dans cette campagne, c'est d'abord la résignation, c'est d'abord l'abstention, c'est d'abord ces milliers de citoyennes et de citoyens de cette commune qui ont peu à peu déserté les urnes parce que finalement ils se sont dit bah à quoi bon aller voter pour des candidates et des candidats qui défendent des choses au moment des échéances électorales et qui font l'inverse une fois qu'ils sont au pouvoir et aux responsabilités. Et vous avez la chance d'avoir avec cette liste une liste qui ne fera pas la même chose que les autres. Et vous pourrez me dire, oui, mais tout le monde dit ça avant les campagnes électorales. Peut-être que tout le monde dit ça avant les campagnes électorales. Mais je crois que nous avons fait la démonstration, nous les insoumis à l'Assemblée nationale, depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons fait la démonstration que nous n'avions pas peur de tenir bon sur un certain nombre de positions politiques, même si ça devait nous attirer des insultes, des menaces, des calomnies absolument répugnantes comme celles que nous avons subies, parce que nous avons dit que chaque vie valait une vie et qu'il n'y avait pas des vies moins importantes que les autres et que s'il y avait eu des actes horribles le 7 octobre dernier, ça ne devait pas et ça ne pouvait en aucun cas justifier le génocide commis aujourd'hui à Gaza et qu'il fallait avoir la force et le courage pour le dénoncer. Et donc je crois que nous avons fait la démonstration dans cette séquence que lorsque nous prenions une position politique, la question que nous nous posions, elle n'était pas de savoir si ça allait nous attirer des compliments médiatiques ou si ça allait nous permettre d'être bien vus de la part de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. La question que nous nous posions avant de défendre une position politique, elle était simple, c'était de savoir si cette position, elle était juste du point de vue de la société dans laquelle on a envie de vivre et si elle correspondait aux engagements qu'on avait pris devant les électrices et les électeurs au moment des campagnes électorales. Et à celles et ceux qui doutent et qui se disent « oui, mais tout le monde vient nous voir
avant une élection en nous disant que ce qu'ils proposent, ils vont le faire, et puis finalement personne ne le fait après. Je vous pose juste une question. À quel moment les parlementaires de la France insoumise n'ont pas respecté la parole qu'ils ont donnée aux électrices et aux électeurs au moment des élections législatives de 2024? À quel moment ils n'ont pas défendu et ils sont pas restés fidèles à la parole et au programme qu'ils ont défendu devant les électrices et les électeurs au moment des élections législatives de 2024? Jamais. Nous sommes restés droits, nous sommes restés fidèles à notre parole, fidèles à nos engagements. Parce que ce qui tue la politique dans notre pays aujourd'hui, c'est celles et ceux qui oublient qu'un mandat électoral, c'est d'abord un contrat passé avec les électrices et les électeurs. Et c'est d'abord une parole donnée aux électrices et aux électeurs. Et je pense que ce que je vous dis là vous fait la démonstration que vous pouvez avoir confiance en la liste qui se présente ici à Béziers. Ah, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec toutes les positions politiques qu'elle défend, mais par contre, ce qu'elle dit dans la campagne, elle a l'intention de le faire après, une fois qu'elle est au pouvoir et aux responsabilités. Elle a l'intention de faire ce qu'elle dit, parce qu'à l'Assemblée nationale, nous avons fait ce que nous avons dit pendant la campagne électorale. Voilà pourquoi vous pouvez leur faire confiance, et voilà pourquoi il faut se mobiliser pour cette liste. Alors oui, bien sûr, ici, c'est un travail de sursaut populaire qui est engagé à travers cette campagne. C'est un travail de remobilisation populaire qui est engagé à travers cette campagne. Et la première étape pour y parvenir, évidemment, c'est de pouvoir présenter cette liste. Alors, si vous êtes venus ici dans cette salle en curieuse et en curieux, et que vous êtes motivés, déterminés, que vous êtes convaincus des différentes propositions qui ont été faites, venez nous aider. Venez nous aider à finaliser cette liste. Venez nous aider à rentrer dans cette campagne. Venez nous aider à aller frapper aux portes des habitantes et des habitants pour leur présenter notre liste, pour leur présenter notre programme, pour leur présenter notre démarche et pour leur faire la démonstration que contrairement aux fois précédentes, ils sont pas condamnés à choisir entre une gauche qui a renoncé à sa parole et à ses engagements, une droite de plus en plus macronisée pour une partie d'entre elles et de plus en plus tournée vers l'extrême droite pour l'autre partie d'entre elles. Qu'ils ont un choix différent cette fois. Ils ont la possibilité de faire un choix différent cette fois dans cette élection municipale en votant pour cette liste. Et vous avez évidemment pour ça le programme municipal qui a été présenté tout à l'heure. Parce que c'est d'abord pour ça que vous allez aller voter. Quand vous allez aller voter le 15 et le 22 mars aux élections municipales. Vous allez d'abord voter pour un programme avec des propositions et pour une démarche aussi qui porte ce programme et qui est la démarche qui vous a été présentée tout à l'heure. C'est-à-dire une démarche d'un programme qui part d'abord des besoins des habitantes et des habitants, de leur colère, de leurs aspirations, de leurs problèmes. Et le programme qui vous est présenté, c'est pas quelque chose qui a été plaqué sur la réalité de cette commune. C'est quelque chose qui est ressorti aussi des retours qui étaient faits de cette démarche, d'écouter les habitantes et les habitants, de leur dire c'est quoi les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Et les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, c'est des logements qui sont dans un état absolument catastrophique, délabrés. C'est des quartiers populaires qui sont totalement abandonnés. C'est des services publics qui, puisqu'ils ont été confiés au privé, fonctionnent moins bien et coûtent plus cher que ce qu'ils fonctionnaient s'ils étaient gérés directement par la puissance publique. C'est ça les grandes questions, les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Donc bien sûr, la première chose que vous allez faire en allant voter aux élections municipales, c'est que vous allez voter pour un programme. Vous allez aussi voter pour une équipe, avec des candidates et des candidats. Et je pense que vous avez là, je ne connais pas tous les candidats de cette liste, mais vous avez déjà là un binôme qui, je pense, montre par sa complémentarité qu'il porte aussi les aspirations des habitantes et des habitants de cette commune. Et puis, en tant que parlementaire et député et coordinateur de la France Insoumise, il faut aussi que je vous dise que le vote du 15 et du 22 mars prochain, il aura aussi une signification nationale. Que bien sûr, ça sera d'abord un vote pour un programme local, pour une équipe locale, pour les politiques qu'on veut mettre en place dans cette commune, mais que chaque bulletin de vote, il comptera aussi dans le rapport de force nationale. Et il comptera dans un rapport de force nationale à quelques mois de la bataille de l'élection présidentielle. Et chaque bulletin de vote que vous aurez mis pour une liste soutenue par la France Insoumise, c'est autant de force que vous allez donner à notre mouvement, autant de points d'appui que vous allez donner à notre mouvement pour continuer sa bataille nationale et en particulier
la grande bataille de l'élection présidentielle qui va arriver en 2027 et qui va commencer au lendemain des élections municipales. Chaque bulletin de vote, chaque vote pour les listes conduites par la France Insoumise, chaque élu local de la France Insoumise qui va rentrer dans un conseil municipal, chaque municipalité qui va être remportée par la France Insoumise, ça sera un point d'appui pour mener cette grande bataille nationale, qui sera, vous le savez comme moi sans doute, la bataille la plus importante et la plus décisive depuis plusieurs décennies dans notre pays. J'ai dit tout à l'heure pourquoi, dans l'affrontement qui va nous opposer à l'extrême droite. Ça sera un message national aussi, votre vote du 15 et du 22 mars. Un message national au moment où la Macronie n'a plus aucune légitimité, mais continue à tenter de passer en force son programme et à passer en force ses budgets en utilisant l'article 49.3 de la Constitution. Et de ce point de vue-là, je suis obligé de dire que face à la liste de Robert Ménard, vous avez finalement une seule liste qui a une clarté absolue dans ses positions politiques et une seule liste qui a une cohérence absolue entre les positions qu'elle défend à l'échelle locale et les positions qu'elle défend à l'échelle nationale. Parce que d'expérience, pour avoir fait plusieurs campagnes municipales, ne croyez pas les gens qui vous disent « Ah, c'est deux choses différentes, il y a le local d'un côté et le national de l'autre ». Ne les croyez pas, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas sincères, soit au niveau national, soit au niveau local. Parce que, expliquez-moi sinon, comment vous pouvez prétendre, dans une municipalité, que vous allez faire de l'éducation une priorité, quand vous acceptez de laisser passer un budget dans lequel le gouvernement supprime 4000 postes d'enseignants et 3000 postes de surveillants dans l'éducation nationale. C'est pas cohérent, c'est pas crédible, c'est pas clair. Comment vous pouvez faire croire que vous allez gagner des villes pour faire de l'accès à la santé et aux soins une priorité municipale quand vous votez pour un budget de la sécurité sociale, ça a été le cas en particulier des députés socialistes, mais aussi des députés macronistes et des députés de droite. C'est le panel des différentes listes qui vous sont opposées en quelque sorte dans cette élection municipale, qui tous ont voté pour le budget de la sécurité sociale, qui fait plusieurs milliards d'euros de coupes dans les moyens consacrés à notre politique de santé. Et ces mêmes personnes vont vous dire dans l'élection municipale qui vont faire de la question de l'accès à la santé une grande priorité. Comment vous pouvez croire des gens qui vont vous dire que la question du logement est une des grandes priorités nationales et que si eux sont à la tête de telle ou telle commune, ils vont faire quelque chose sur le logement alors qu'ils acceptent un budget dans lequel il y a 800 millions d'euros de coupes dans le budget du logement. Il y a plusieurs centaines de millions d'euros de coupes dans ce qu'on appelle le budget MaPrimeRénov', c'est les aides qui sont financées par l'État pour aider les programmes de rénovation thermique et de rénovation énergétique des logements. Voilà pourquoi il y a un lien évident entre les positions qui sont défendues à l'échelle locale et les positions qui sont défendues à l'échelle nationale. Et voilà pourquoi ceux qui vont dire le local c'est le local, le national c'est le national, ils ne sont pas crédibles dans cette campagne. Et donc vous avez qu'une seule liste en vérité à ces élections municipales, qui est une liste garantie 100% censure du gouvernement, qui est une liste qui est garantie 0% macroniste, qui est une liste qui est garantie 100% antiraciste, 100% antifasciste, eh ben, c'est la liste Béziers unie et populaire qui est représentée par David et par Lucien. Donc oui, il y a un lien. Et oui, votre vote, il aura aussi une signification nationale. Et puis, bien sûr, il aura d'autant plus une signification nationale ici à Béziers que ça sera aussi un vote de résistance antiraciste et de résistance antifasciste. Parce qu'on est dans un contexte qui pour une grande partie de nos concitoyens et nos concitoyennes, est un contexte extrêmement anxiogène, extrêmement terrorisant. Des personnes qui, lorsqu'elles allument la télévision, se posent la question aujourd'hui de savoir si, en fait, elles ne devraient pas partir, elles ne devraient pas s'en aller, parce qu'elles ont l'impression, finalement, de ne pas avoir leur place dans la société française. C'est vrai, ça. Bah, beaucoup de gens le pensent, beaucoup de gens le disent. Et on parle souvent de personnes qui vivent en France, qui sont nées en France, ou qui parfois sont en France depuis des dizaines d'années, qui occupent les emplois, qui sont les emplois essentiels à la vie de la nation, qui sont
des gens qu'il faudrait remercier plutôt que stigmatiser et pointer du doigt comme le font une grande partie des dirigeants politiques de ce pays et comme le fait en permanence le maire de votre commune ici, Robert Ménard. Et dans ce contexte-là, le vote que vous allez faire ici à Béziers, c'est aussi un vote qui aura cette signification-là. Vouloir faire de Béziers une ville qui est une ville refuge contre le racisme, une ville refuge contre les discriminations, une ville où on vit ensemble, où on se bat ensemble, où on est solidaire ensemble, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Voilà aussi le message qu'on a envie d'envoyer dans ces élections municipales. Et donc votre vote, il aura aussi cette signification. Et il aura d'autant plus cette signification ici dans cette commune. Et là aussi, pour porter ce message-là, de l'antiracisme, de la lutte contre l'extrême droite et contre le fascisme, ne faites pas confiance à des gens qui laissent passer dans le budget de M. Lecornu des mesures aussi inacceptables que celles qui consistent à dire que dorénavant les aides pour le logement seront réservées aux étudiants français ou aux étudiants de l'Union européenne et seront interdits à des étudiants étrangers, alors que c'est une fierté pour la France d'accueillir des étudiants qui viennent d'un peu partout en France, parce que c'est comme ça qu'on progresse les uns les autres par des échanges, parce que leur savoir, leur qualité de recherche, elle est utile aussi à la nation française. Ne faites pas confiance à ceux qui acceptent de laisser passer un budget comme ça là, comme celui-là. Ne faites pas confiance à ceux qui laissent passer dans ce budget des mesures, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais qui multiplient par 4 le coût d'un dépôt, d'une demande d'un dossier de naturalisation, multiplié par 4 dans le budget de M. Lecornu. Quelqu'un qui veut faire une demande pour acquérir la nationalité française, on lui multiplie par 4 ses droits de timbre, on multiplie par 2 à 3 le coût des dépôts de demande de titre de séjour. C'est ça la réalité de ce budget. C'est un budget dans lequel, y compris, il y a des mesures qui sont peut-être pas de même nature, mais qui sont tout aussi scandaleuses, dans lequel si vous allez devant un conseil des prud'hommes, parce que vous contestez une mesure de votre employeur, dorénavant vous allez devoir payer une taxe de 50 €, que si vous allez devant un juge des affaires familiales, parce que vous engagez une procédure de divorce, désormais vous allez devoir payer un forfait de 50 €. Voilà le budget dont on est en train de parler. C'est un budget qui frappe aussi les jeunes, et je vois des jeunes dans cette salle. Il faut le savoir. Par exemple, un budget dans lequel l'aide qui était jusque-là accordée aux apprentis qui voulaient passer le permis de conduire a été supprimée. Que la possibilité de financer son permis de conduire par ce qu'on appelle le CPF, vous savez, le compte personnel de formation, a été supprimée par ce gouvernement. Et puis, comble de l'inacceptable, c'est un budget dans lequel le gouvernement supprime ce qu'on appelle la prime de Noël pour les allocataires du RSA. Pour la moitié d'entre eux, c'est plus d'1 million de personnes qui sont allocataires du RSA et qui avaient à la fin de l'année ce qu'on appelle la prime de Noël, mais qui n'était pas fait pour acheter des cadeaux de Noël, qui était fait tout simplement pour essayer de survivre, parce que quand on est allocataire du RSA aujourd'hui, on n'a déjà pas suffisamment de moyens pour pouvoir vivre. Voilà à qui le gouvernement fait les poches pour financer son budget et surtout pour refuser de mettre à contribution celles et ceux qui en ont largement les moyens. Et sur ce sujet-là, Monsieur Ménard, qu'il faut placer à la fois à la droite et à l'extrême droite, parce qu'il est soutenu, si j'ai bien compris, un peu par les deux, ou en tout cas il essaye de réunir les deux, mais Monsieur Ménard, ses positions sur cette question-là sont les positions des macronistes et sont la position de l'extrême droite. C'est-à-dire que dans le débat qu'on a eu sur le budget à l'Assemblée nationale, quand nous on a dit « Ah ben il y a un déficit trop important, très bien, donc s'il y a un déficit, c'est soit qu'il y a des dépenses qui sont trop importantes, soit des recettes qui ne sont pas suffisamment importantes, parce qu'un déficit c'est quoi? C'est une différence entre des recettes et des dépenses. Ben, quand il y a un déficit trop important au niveau national, vous avez deux manières d'y répondre. Soit vous coupez dans les dépenses, c'est ce qu'ils font, mais alors vous coupez dans les dépenses de santé, et après ça fait l'accès aux soins qui est plus compliqué, vous coupez dans les dépenses de la transition écologique, vous coupez sur la prime de Noël sur les allocataires du RSA, vous coupez dans le budget de l'éducation nationale, ils coupent dans tous les budgets à peu près, à part le budget de la défense, mais sinon ils coupent dans tous les budgets. Ça c'est leur démarche. Et nous, qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là à l'Assemblée nationale? On disait, bah non, il y a une autre manière de faire.
Et une autre manière de faire, c'est d'augmenter les recettes, ou pour dire les choses plus précisément, de revenir sur un certain nombre de recettes qui ont été supprimées par le gouvernement Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir et qui sont entièrement responsables de la situation de déficit que connaît notre pays. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, pas contrairement à ce que j'entends à la télé, augmenter les impôts. Parce que quand vous proposez de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, vous avez des journalistes en face de vous qui disent « Ah donc vous êtes pour augmenter les impôts ?» Je sais pas, il y a quelqu'un qui paye l'impôt de solidarité sur la fortune ici? Non. Donc, quand on propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, non, on ne propose pas d'augmenter les impôts. On propose d'augmenter la contribution des plus riches, des plus gros patrimoines, des plus grandes entreprises et multinationales à la solidarité nationale. On ne propose pas d'augmenter les impôts. Et donc, quand on a proposé de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'est-ce qu'ont fait les amis de M. Ménard? Ils ont voté contre. Et quand on a proposé de mettre en place ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire le fait que, au moins dans ce pays, les milliardaires payent au moins, si possible, autant d'impôts. Ils devraient en payer plus, mais au moins, on met au moins autant d'impôts que la moyenne de la population. Ils ont voté contre. Monsieur Ménard, les amis de M. Ménard à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre la taxe Zuckman, ils ont voté contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est ça la réalité des positions politiques qu'ils défendent. Et après, vous pouvez venir et dire c'est pas normal qu'on supprime des postes d'enseignants ou faire des coupes dans le budget de la santé. Mais si vous avez refusé toutes les nouvelles recettes parce que vous voulez protéger vos amis les plus riches, vos amis les ultra riches, vos amis les millionnaires et les milliardaires, et que vous ne voulez pas les mettre davantage à contribution, à la fin, il ne faut pas s'étonner qu'ils acceptent les coupes dans nos services publics, qui sont pourtant les services publics essentiels à la vie de chacune et de chacun. Et les positions politiques de Ménard et de ses amis sur ce sujet sont très claires. C'est qu'ils couvrent, ils protègent la politique du gouvernement sur cette question. Ils l'accompagnent. La taxe Zuckman, elle aurait été votée à l'Assemblée nationale si le Rassemblement national, par exemple, s'était abstenu. Non, il a voté contre avec les macronistes. Le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, il aurait été voté à l'Assemblée nationale si le Rassemblement national au moins s'était abstenu. Mais non, ils ont voté contre. C'est ça la réalité de leur position politique. Et là, c'est important de se rappeler ça. C'est important dans une ville comme celle-ci, dans laquelle malheureusement, il y a des gens qui croient encore aux balivernes du Rassemblement national et de l'extrême droite, quelle que soit son étiquette politique, qui vient vous voir pendant les campagnes électorales et qui vous dit « mais nous, on n'a jamais essayé, on est le camp de ceux qui défendent les catégories populaires, etc. » Mais la vérité, c'est qu'on les a déjà essayés, parce qu'ils ont des députés à l'Assemblée nationale et qu'on connaît les positions de leur vote à l'Assemblée nationale, leur position de vote à l'Assemblée nationale. Et quand il fallait rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ils ont voté contre. Et quand il fallait augmenter le SMIC, parce qu'on a proposé d'augmenter le SMIC pour que les gens qui sont au SMIC dans notre pays aient suffisamment de moyens juste pour pouvoir vivre dignement, ils ont voté contre le Rassemblement national. Et dans les communes, vous le savez ici, parce que vous avez déjà eu le bilan de la politique qui a été mise en place. Mais il n'y a pas qu'à Béziers, qui a pris comme première décision d'augmenter son salaire une fois qu'il a gagné à Perpignan. C'est le maire du Rassemblement national, à Lyon, qui a coupé l'électricité du local du Secours populaire quand il a été élu. Vous savez, le Secours populaire, c'est des gens qui sont bénévoles et qui vont en aide des gens qui ont des difficultés pour se nourrir, et de toutes les associations de précarité alimentaire. Qui les attaque dans les villes qu'ils dirigent? C'est le Rassemblement national. À chaque fois, qui supprime les moyens pour nos centres sociaux, pour nos associations qui font du travail de solidarité ou qui mettent de la vie dans nos quartiers populaires? À chaque fois, c'est les mairies du Rassemblement national et les mairies d'extrême droite qui privatisent nos services publics. À Hénin-Beaumont, ils ont privatisé la piscine. Ça coûte 70% plus cher qu'avant maintenant. Eh ben, le maire d'Hénin-Beaumont, il est du Rassemblement national. Donc, faites-le savoir aussi autour de vous. C'est pas vrai qu'on les a jamais essayés. On les a essayés, ils sont au pouvoir dans un certain nombre de communes. Et le résultat, il est catastrophique pour les catégories populaires. Le résultat, il est catastrophique pour l'accès de toutes et tous aux services publics. Et au niveau national aussi. Parce qu'au niveau national, moi, je regarde leurs propositions, je regarde les amendements qu'ils proposent dans le débat budgétaire, je regarde leur contre-budget.
Vous savez, quand le gouvernement propose son budget, chacun propose son contre-budget. Alors il y a notre contre-budget à nous. Notre contre-budget à nous, c'est rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est taxer les multinationales qui ne payent pas suffisamment d'impôts en France, c'est faire en sorte que finalement tout le monde contribue selon cette vieille règle de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est chacun contribue à hauteur de ses moyens et chacun reçoit en fonction de ses besoins. Bon, ça c'est notre contre-budget à nous, donc d'autres choix économiques. Et puis il y a le contre-budget du Rassemblement national. Et puis il y a les amendements du Rassemblement national. Donc je vous ai dit, ils votent contre toutes les propositions de nouvelles recettes qu'on fait. Par contre, par exemple, ils ont proposé un amendement pour supprimer les moyens alloués à l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que si leur amendement avait été voté, eh ben, il y aurait 2000 places d'hébergement d'urgence en moins en France. L'hébergement d'urgence, c'est pour les gens qui dorment dans la rue et qui ont besoin de pouvoir être mis à l'abri, en particulier quand il fait très froid. Vous vous rappelez qu'au début du mois de janvier, on a eu une vague où il a fait extrêmement froid. Si l'amendement du Rassemblement national avait été voté, eh ben, c'était 2000 places de moins d'hébergement d'urgence. Ça, c'est un amendement concret que le Rassemblement national a déposé. Il y a quelques semaines, ils ont déposé un amendement pour supprimer 5 milliards d'euros dans les dotations aux collectivités locales. C'est la première source de financement de nos communes. Donc après, vous pouvez dire qu'à l'échelle de la commune, il faut avoir, je sais pas moi, des services publics qui fonctionnent mieux, développer des centres de santé municipaux. Mais si au niveau national, vous proposez de supprimer encore des financements pour vos collectivités locales, ben vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont proposé. Et dans leur contre-budget, parce que souvent j'entends dire, oui, mais l'extrême droite aujourd'hui, c'est pas la même extrême droite qu'avant. Elle a changé. Hein, vous l'entendez? Bon. Mais qui, dans leur programme contre-budget, a proposé d'introduire un SMIC différent entre les Français et ceux qui ne le sont pas? C'est le Rassemblement national. Ils ont proposé de réserver la prime d'activité pour les travailleurs de nationalité française. Ça veut dire que 2 travailleurs qui sont sur le même poste de travail, qui ont la même expérience, qui ont la même qualification, qui font les mêmes horaires, ne gagneraient pas le même montant, le même salaire à la fin du mois, parce qu'il y en a un, il aurait juste le SMIC, et l'autre, il aurait le SMIC et la prime d'activité, qui est à peu près quasiment 40% du salaire aujourd'hui, qui est versé par l'État au moment du SMIC. Ça, le Rassemblement national, il l'a proposé. Qui a proposé à la dernière élection législative d'interdire l'exercice de certains emplois à des Français parce qu'ils ont une double nationalité? C'est le Rassemblement national. C'était pas il y a 30 ans ou il y a 40 ans, hein. C'était il y a 2 ans. Comme si finalement, parce que vous avez une double nationalité, vous seriez moins loyal à la nation française. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Vous pouvez avoir 2 pays et les aimer à 100%, vous pouvez bien avoir 2 enfants et les aimer à 100%, non? Vous n'êtes pas obligé de partager l'amour. Il y en a pour tout le monde. Et qu'est-ce que c'est que ce raisonnement qui consiste à penser que parce que quelqu'un a 2 nationalités, eh ben, il serait d'un certain point de vue moins loyal à la nation française? Ben, c'est ce que propose le Rassemblement national. C'est ce qu'ils défendent, c'est ce qu'ils disent. Ils l'ont défendu dans leur programme, ils l'ont défendu dans leur proposition. Et puis, qui a fait une proposition de loi pour interdire les mariages sur la base de l'inspirateur? Il était ici, hein, pour interdire les mariages pour des personnes qui seraient en situation irrégulière. Et alors, vous savez, on a mené une longue bataille à l'Assemblée nationale sur ce sujet. On leur a dit, bon, il y a quand même juste un énorme problème dans votre truc là. C'est que, aujourd'hui, quand vous allez demander un renouvellement de votre titre de séjour à la préfecture, vous pouvez être un travailleur immigré, habitant en France depuis 30 ans ou 40 ans, mais n'ayant pas la nationalité française, et qui va régulièrement demander un renouvellement de son titre de séjour. Aujourd'hui, quand vous allez redemander un renouvellement de votre titre de séjour à la préfecture, eh ben, parfois, il y a une forme organisée de précarité administrative, où en fait, on ne va pas vous donner votre titre de séjour tout de suite, et donc ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc à partir du moment où on ne vous a pas renouvelé votre titre de séjour, vous n'êtes plus en situation régulière. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que vous allez rencontrer des gens. J'ai rencontré par exemple une fois une personne dans la rue, à Paris,
qui me dit, bah moi je suis tunnelier à la RATP, c'est moi qui creuse les tunnels du Grand Paris. Et il me dit, mais en fait, moi, mon employeur, il est très content de mon travail. D'ailleurs, il galère pour trouver, il a du mal à trouver des gens qui font ce travail-là. Et le problème, c'est que la préfecture, elle ne répond pas à mon renouvellement de titre de séjour. Et au bout de 3 mois, eh ben, l'employeur, il est dans l'illégalité s'il me conserve dans ses effectifs salariés, parce que je suis en situation irrégulière. Et pourtant, il n'a pas du tout envie de me licencier, hein, parce qu'il ne trouve personne pour me remplacer. Et le boulot que je fais, creuser les tunnels pour les métros du Grand Paris, on en a besoin. Et donc la personne me raconte, bah, au bout d'un moment, mon employeur a été obligé de me licencier. Et bon, comme il m'a licencié, j'avais plus de revenus. Comme j'avais plus de revenus, bah, je ne pouvais plus payer mon loyer. Je me suis retrouvé à la rue. Et puis, 6 mois plus tard, la préfecture, très gentiment, m'a envoyé le renouvellement de mon titre de séjour. Mais sauf que je ne peux pas revenir en arrière pour mon boulot. Je ne peux pas revenir en arrière pour mon logement. Et le titre de séjour, entendez bien, de la préfecture, vous inquiétez pas, il était antidaté. Hein. Il était envoyé à la date à laquelle la demande avait été effectuée. Comble de l'abject. Et donc, je reviens sur cette question de l'interdiction des mariages. Pendant toute l'après-midi, on leur a dit, mais alors, ces gens-là, quelqu'un qui habite en France depuis 30 ans, qui occupe un emploi essentiel en France, et qui, 3 mois avant le renouvellement de son titre de séjour, a prévu de se marier. Et son mariage, il est fixé 7 mois plus tard. Et s'il n'a pas le renouvellement de son titre de séjour, parce que la préfecture, elle prend trop de temps, alors vous allez lui interdire de se marier? Parce que cette personne-là, elle vit là depuis 30 ans, depuis 40 ans. Hein. Elle est pleinement citoyenne. Elle n'a pas la nationalité française, mais elle paye des impôts en France. Elle travaille en France, elle occupe un emploi essentiel en France. Alors là, ils ne savaient plus trop quoi répondre. Parce que pour eux, quand vous êtes en OQTF, hein, c'est que vous êtes un délinquant en puissance ou un horrible migrant qui vient profiter de la solidarité nationale. Alors moi, je voudrais rappeler ici que quand on regarde la contribution des personnes immigrées dans la société française, c'est une contribution positive qui se chiffre quasiment à 10 milliards d'euros par an. Parce que contrairement à ce que dit M. Ménard et ses amis, vous savez, les travailleurs immigrés en France, ils payent des impôts. Les travailleuses aussi, vous avez tout à fait raison. Les travailleuses et les travailleurs, vous avez tout à fait raison. Donc tout ça pour dire que voilà les propositions qu'ils font. Et donc ne croyez pas à la fable que l'extrême droite a changé. Elle n'a pas changé, l'extrême droite. Et vous le savez, je pense, mieux que personne ici, parce que vous le constatez tous les jours dans la politique qui est mise en place dans cette commune. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que, aussi sur ce sujet de cette lutte qui va être évidemment vitale contre la progression de l'extrême droite, finalement, la démarche que vous avez engagée dans cette élection municipale, c'est une démarche qui a un point d'appui partout. Peut-être, je ne vous dis pas que ça va être facile cette campagne, et vous le savez comme moi. Je ne vous dis pas que vous allez battre Robert Ménard au premier tour. Je ne vous dis pas ça. Parce que ça va être compliqué. Parce que ça va être dur. Parce qu'il va falloir aller chercher les voix les unes après les autres. Et je pourrais arriver ici et vous dire c'est facile, etc. Vous ne me croiriez pas. Vous ne me croirez pas. Donc ça ne va pas être facile. Mais finalement, chaque personne que vous allez réussir à sortir de l'abstention et de la résignation et que vous allez ramener dans une perspective de combat, eh ben vous aurez franchi une petite étape dans cette grande bataille. Chaque personne que vous allez remobiliser, chaque personne que vous allez mettre en mouvement, chaque personne que vous allez inscrire sur les listes électorales. Ah, ça commence à être tard là, c'est le dernier jour aujourd'hui. Hein. Voilà, mais chaque personne qu'on a inscrite avant sur les listes électorales, chaque personne qui va s'engager dans la campagne, chaque personne qui va se dire, ah bah finalement, peut-être que ça vaut le coup de se battre. Chaque bulletin de vote que vous allez réunir, chaque point de participation que vous allez gagner, notamment dans nos quartiers populaires qui malheureusement ont très peu voté aux dernières élections municipales ici à Béziers, eh ben ça sera quelque chose que vous allez mettre à la contribution de cette lutte indispensable et nécessaire qu'on mène aujourd'hui dans ce pays pour faire en sorte d'ouvrir un autre avenir pour la France et de ne pas laisser la France sombrer dans ces discours et ces politiques de haine, de division, de fracture, dont on n'a évidemment rien de bon à attendre. Donc voilà pourquoi votre campagne elle est décisive. Voilà
Voilà pourquoi votre campagne, de ce point de vue-là, elle est essentielle. Et voilà pourquoi c'est important que vous soyez nombreuses et nombreux aujourd'hui dans la salle. Parce que c'est la preuve que non, c'est pas vrai. Même ici, tout n'est pas perdu. Et que reconstituer une gauche dans une ville comme celle de Béziers, c'est possible. Alors, c'est compliqué au début. Alors, nos candidates, ils ont beaucoup de courage. Et nos candidats, ils ont beaucoup de courage. Ils vont subir, évidemment, aussi beaucoup de caricatures, beaucoup de violence parfois. C'est sûr. Mais le travail qu'ils mènent, il est vraiment décisif. Il est vraiment très important. Et donc, je pense qu'il faut les entourer de notre force. Il faut les entourer de notre solidarité. Il faut les entourer de notre fraternité. Il faut les entourer de nos encouragements. Voilà, moi, c'est pour ça aussi que je voulais venir dans cette ville. Et puis, peut-être pour vous dire un dernier mot, une dernière chose. Monsieur Ménard prétend, lui et ceux de son étiquette ou ceux de sa tradition politique, prétend que eux sont les seuls ou les mieux placés pour garantir votre sécurité et votre tranquillité. Et à un moment, il faut dire aussi, il faut faire éclater ce miroir, il faut faire éclater cette illusion. Les deux villes dans lesquelles il y a le plus de vidéosurveillance en France, c'est la ville de Nice et c'est la ville de Nîmes. Dans la ville de Nice, sur les 5 dernières années, il y a eu une augmentation des délits liés au trafic de drogue de plus de 70%. Il y a eu des augmentations des violences. Alors que c'est la ville dans laquelle il y a le plus de caméras de vidéosurveillance en France. Pour une raison simple que tout le monde peut comprendre, c'est que malheureusement, pour lutter contre le trafic de drogue, la caméra, vous savez, globalement, si vous vendez de la drogue, bah, vous évitez de le faire au pied d'une caméra. Et que s'il y a une caméra qui vous embête un peu trop dans l'endroit où vous voulez vendre de la drogue, c'est pas très compliqué de la neutraliser. Et que comme globalement, il faut 6 mois ou 9 mois pour qu'elle soit remplacée, vous êtes globalement assez tranquille pendant quelques mois pour continuer à vendre de la drogue. Et à l'inverse, si quelqu'un vous agresse dans la rue, je n'ai jamais vu une caméra descendre de son pied pour venir vous défendre. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Par contre, sachez quelque chose, c'est qu'à chaque fois que vous installez 4 caméras de vidéosurveillance, entre le coût d'installation, le coût de la maintenance, c'est l'équivalent d'avoir un effectif humain dans une équipe de prévention, dans une police de proximité, dans des postes d'éducateurs, de rue, dans des personnels de soins, dans des psychologues, dans des gens qui vont essayer de traiter les difficultés, de prévenir les problèmes de délinquance, de prévenir les problèmes d'insécurité. La caméra de vidéosurveillance, c'est une illusion technocratique qu'on nous présente comme étant la solution qui va vous permettre de vivre en paix et en sécurité. Mais non, vous ne vivrez pas en paix et en sécurité, même s'il y a plein de caméras de vidéosurveillance dans cette ville. Ça va coûter très cher au budget de la commune, et ça va vous empêcher de faire plein de politiques qui, elles, vont vous permettre de vivre en paix et en tranquillité. Alors on me dit, oui, mais les caméras, parfois, ça permet d'élucider certains crimes. C'est vrai, parfois. D'ailleurs, il y a une enquête de la gendarmerie qui dit que c'est dans moins de 2% des cas. C'est pas mon enquête à moi, hein. C'est l'enquête de la gendarmerie. Et donc, sur ce point aussi, il ne faut pas avoir peur. Il faut assumer notre désaccord avec eux. Non, la droite et l'extrême droite, ils n'ont pas le monopole de la sécurité et de la possibilité de vivre en paix et en tranquillité. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, les recettes que eux mettent en place pour ça, ce sont des recettes qui ne fonctionnent pas. Ce sont des recettes qui ne fonctionnent pas. Vous savez, tout à l'heure, on parlait des États-Unis. Et évidemment, l'actualité, c'est la police de l'immigration, la milice dont tu as parlé tout à l'heure. Mais aux États-Unis, il s'est passé d'autres choses. C'est que dans un certain nombre de grandes villes, ils ont expérimenté l'introduction, c'était avant ce que fait Trump, hein, ils ont expérimenté l'introduction, la réintroduction d'une police de proximité. Et il y a toute une littérature scientifique, des gens qui ont fait du travail, et qui ont démontré que c'est ça qui avait permis de garantir la sécurité et de faire baisser la délinquance. Que c'était comme ça qu'ils avaient réussi. Alors, on ne réglait pas 100% des problèmes, mais de régler un certain nombre des problèmes.
Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de ce sujet et de confronter Ménard sur cette question. Les positions politiques qu'il défend sur ce sujet, non, elles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas. Elles ne vous permettent pas de vivre en paix. Elles ne vous permettent pas d'être tranquille. Elles ne vous permettent pas de lutter contre les réseaux de criminalité organisée, contre les réseaux internationaux. Parce que quand j'entends des gens me faire croire que c'est la police municipale de Béziers qui va lutter contre les réseaux de la criminalité organisée, qui sont des réseaux internationaux, avec du trafic d'armes, avec du trafic d'êtres humains, avec des blanchiments d'argent, avec des réseaux de corruption, franchement, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Si vous voulez lutter contre les réseaux de criminalité organisée, alors investissez dans la police judiciaire, investissez dans la police financière, dans celles et ceux qui remontent ces réseaux, qui vont chasser les gros trafiquants. Parce que si vous vous attaquez au bas du spectre, bah vous allez peut-être trouver des gens là, hein, vous allez peut-être les mettre en prison, mais vous inquiétez pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre leur place. Hein. Par contre, si vous attaquez en haut de la chaîne, si vous tapez le haut, si vous tapez les avoirs, si vous allez chercher les trafiquants là où ils sont réfugiés, les grands pontes des capitalistes du crime, parce que c'est ça la criminalité organisée. Alors là, vous allez vraiment leur mettre des coups au réseau de la criminalité organisée. Et ça, c'est pas la police municipale de Béziers qui va le faire. Hein. C'est pas la police municipale. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il faut leur parler sérieusement. Il faut leur parler de manière réaliste. Et de manière réaliste, la police municipale, elle est là pour exercer les prérogatives qui sont celles de la police municipale. Pas les prérogatives qui sont celles de la police nationale. Et la police nationale, elle a un certain nombre de prérogatives. Et elle a des équipements qui lui permettent d'exercer ses prérogatives. C'est pour ça que la police municipale, elle a des armes. Il faut la désarmer. Et après, il y a la police municipale. C'est pour ça que la police nationale, pardon, elle a des armes. Et après, il y a la police municipale. Et la police municipale, ses prérogatives, c'est pas de remplacer la police nationale. Exactement. Et d'ailleurs, monsieur Ménard, s'il trouve qu'il n'y a pas suffisamment de policiers nationaux, ben il n'a qu'à s'en prendre à ses amis de monsieur Sarkozy et de la droite dite républicaine, parce que quand ils étaient au pouvoir, ils ont supprimé la police de proximité, ils ont supprimé des postes de policiers nationaux. Mais c'est absurde de faire croire que c'est la police municipale qui va faire le travail de la police nationale. Et c'est dangereux de le faire croire, parce que quand vous commencez à donner des armes à des gens qui n'ont pas les formations, qui ne sont pas formés pour ça, et bien évidemment ça provoque des drames. Et tu as évoqué tout à l'heure un drame qui a eu lieu ici à Béziers. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'ils disent à la télévision, si on vous dit que c'est pas la vidéosurveillance ou l'armement de la police municipale qui est la solution, c'est pas par idéologie ou par absence de prise en compte de la problématique de la sécurité. C'est parce que leurs méthodes, elles fonctionnent pas, parce que leurs méthodes, elles sont dangereuses pour la société, et que les méthodes qu'on suggère et qu'on propose, elles sont efficaces pour permettre à chacune et à chacun de vivre en paix et en tranquillité. Ça fonctionne mieux. Voilà pourquoi notre solution est meilleure que la leur. Et donc non, BFM TV, CNews et je ne sais quoi, non, la France Insoumise, elle n'en a pas rien à faire de la question de la sécurité. Mais par contre, elle en a assez que ces gens-là en profitent pour essayer d'en faire des arguments électoraux sans à aucun moment apporter les réponses qui permettent effectivement aux gens de vivre en paix, en tranquillité dans leur commune. Voilà pourquoi on parle de sécurité. Et je ne vais pas sur la police britannique, mais vous connaissez la spécificité de la police britannique quand même. Nationale, hein. C'est qu'elle n'est pas armée. Il y a des effectifs qui portent des armes à feu. Et si à un moment il y a un problème parce que vous êtes en face de gens qui sont armés, et ben ces effectifs-là, ils se mettent à l'abri. Et il y a des effectifs armés qui arrivent et qui s'en occupent. Et d'ailleurs, quand vous faites un sondage chez les policiers britanniques, ils ne demandent pas à être armés. Parce qu'en fait, ils ont compris que, bah oui, plus vous augmentez votre armement, plus vous avez des trafiquants qui augmentent leurs armements, et plus vous mettez votre propre vie en danger. Et donc la police britannique, c'est peut-être pas nul comme modèle, peut-être on peut regarder, peut-être ce qu'ils font, c'est peut-être intelligent. Donc voilà pourquoi, sur ce sujet-là aussi, il faut sortir de l'idéologie. Monsieur Ménard, il fait de la com sur cette question. Il fait de la com, c'est tout. Eh ben nous, on ne fera pas de la com. On fera des politiques qui sont des politiques utiles, des politiques efficaces. Parce que oui, quand on habite dans n'importe quel quartier, de n'importe quelle ville, on a le droit de ne pas être menacé quand on rentre chez soi. On a le droit de pouvoir vivre tranquillement. On a le droit de pouvoir sortir dans la rue sans avoir peur. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas avec les solutions de M. Ménard qu'on peut y arriver, c'est avec les solutions que nous, on propose. Voilà, je voulais dire un mot là-dessus parce que je sais qu'il fait beaucoup de campagne. Bref,
voilà, vous donner quelques éléments sur pourquoi je pense que cette élection municipale, elle est très importante, et vous inviter à venir nous aider dans cette bataille. Voilà, vous inviter à venir nous aider dans cette bataille, à venir nous rejoindre. Si vous n'êtes pas là le jour du vote, parce que y a un mariage prévu de longue date, et puis il faut aller à l'autre bout de la France, et vous n'êtes pas sûr d'être rentré avant l'heure de fermeture du bureau de vote, bah vous laissez une procuration. Et il y a quelqu'un d'autre qui vote pour vous. Parce que ça peut se jouer à quelques voix. Il y a 2 tours aux élections municipales. Il faut faire plus de 10% pour se maintenir au 2e tour. Tout peut se jouer à quelques voix. Donc vous laissez une procuration. Et puis le jour du vote, même si vous n'avez pas eu le temps de nous aider dans la campagne avant, bah, vous prenez dans le couloir, vous allez taper les portes dans l'immeuble et vous dites aux gens, est-ce que vous êtes bien allés voter? C'est aujourd'hui les élections municipales. En fait, chacun peut contribuer à sa manière. Là, il y a des gens qui vont être très actifs, et on les remercie, parce qu'heureusement qu'ils sont là. Puis il y a des gens, peut-être pour des raisons personnelles, professionnelles, familiales, qui peuvent peut-être moins passer de temps dans la campagne, mais ils peuvent quand même donner un coup de main. Juste transférer des informations autour de vous, juste vérifier autour de vous que tout le monde va voter le jour du vote. Tout ça, c'est utile en fait dans la campagne. Parce que bon, Robert Ménard, lui, il a BFM, CNews, etc. pour faire campagne pour lui. Vous n'aurez pas ça. Il vaut même mieux que CNews ne parle pas trop de vous. Parce que sinon, globalement, c'est que c'est pas pour vous dire du bien de vous. Mais par contre, il y a quelque chose que vous avez et que eux, ils n'ont pas, c'est le nombre qu'on est. C'est le réseau social humain, c'est une personne qui peut parler à une personne, qui peut parler à une personne. C'est la présence de chacune et de chacun d'entre vous ici dans des associations, dans des syndicats, dans des réseaux de solidarité qui existent dans le territoire. Et si on active tous ces réseaux de solidarité, si ça permet de mettre en mouvement les habitantes et les habitants, alors vous pouvez créer la surprise. Et si vous créez la surprise, si vous faites le devoir de la gauche, c'est de porter cette parole. Le devoir de la gauche, c'est d'être l'outil et l'instrument des défavorisés, des exploités, des méprisés, des humiliés, des insultés. C'est ça notre devoir. Et si on veut gagner, c'est ces gens-là qu'il faut mettre en mouvement. Et c'est ce que vous allez faire dans cette campagne. Voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Venez nous aider dans la campagne. Et bravo encore aux camarades qui sont engagés dans cette campagne. Merci à vous. Et n'oubliez pas, c'est que la première étape là, de la grande bataille qui vient. Alors tout ce que vous aurez fait dans la campagne, il faudra le projeter après dans les prochaines campagnes. Merci beaucoup. Alors j'aimerais préciser, comme le fait si bien Manuel Bompard, encore hier à Castres, ou ce matin à Toulouse et demain à l'Odève en compagnie de Sébastien Rome, il est important de soutenir nos camarades insoumis. Alors j'ai plusieurs dates à vous donner. Donc demain, il est important d'aller soutenir nos camarades de Narbonne qui ont, en compagnie de Sylvain Carrière, une réunion publique pour les municipales à partir de 10 h au Palais du Travail. Ou encore le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier le 15 février prochain, en soutien de Nathalie Oziol. Mais il y a aussi des mauvais meetings, comme celui de Bardella au Cap d'Agde, à 10h15. Vous savez pas, il ne faut pas y aller, mais par contre, il y a des camarades insoumis qui vont aller faire barrage à 10h15 au Cap d'Agde. N'hésitez pas à y aller contre ce meeting de Bardella. De plus, j'aimerais aussi vous parler d'un livre très intéressant sur la nation arabe et la démocratie, de Stéphane Parédé qui est venu de Nîmes exprès. Donc avec son livre, n'hésitez pas à aller le voir à la table extérieure pour lui poser des questions concernant ce livre très intéressant. Et encore une fois, je vous invite à vous inscrire par ailleurs à la liste pour ceux qui sont intéressés de rejoindre notre liste pour avancer dans cette campagne avec Maryse à l'extérieur. Voilà, merci encore d'avoir été présent et merci Emmanuel Bompard.